Hohenberg, je suis le directeur de l'ABMAS, l'association belge en maintenance, et je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire concernant le projet More for Sustainability. Bonjour Serge. Bonjour Wim. Voilà, merci de nous joindre sur ce webinaire. Peut-être commencer avec Mainnovation, la société Mainnovation. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots là-dessus? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mainnovation, c'est un bureau de conseil spécialisé en maintenance et gestion d'actifs, asset management, établi déjà depuis un peu plus de 20 ans aux Pays-Bas, avec des activités aux Pays-Bas, en Belgique et en France principalement. Oui, ok. Et quel est votre rôle au sein de cette Et moi-même, je organisation? suis donc directeur, récemment promu directeur, donc j'ai en charge de tout ce qui est toutes les activités en Belgique francophone et le soutien des activités en France. Ah oui, ok, voilà, très bien. Donc, oui, en effet, on se voit aujourd'hui dans le cadre du projet More for Sustainability. En effet, c'est un projet qui a en effet été construit en réponse d'un appel, un appel par Interreg Nord-Ouest Europe. On a lancé un programme qui va de 2021 jusqu'au 2027 concernant et avec comme option ou avec comme but une transition verte, intelligente et juste pour les territoires de l'Europe de Nord-Ouest. Et il vise de soutenir le développement équilibré et à rendre la région plus résiliente, et donc la durabilité, l'efficacité énergétique, etc. sont tous des thèmes très importants au sein de ce programme. Et donc, il y avait un appel l'année précédente, et là, l'ABMAS, ensemble avec Mainnovation, l'association hollandaise de maintenance NVIDIO, une association allemande en maintenance FOI, et aussi le pôle de compétitivité EMC2 en France, ont fait un partenariat pour répondre à cet appel, et nous avons construit ce fameux projet More for Sustainability, dont vous allez apprendre tout par cette présentation. Et maintenant, je donne la parole à vous, Serge, pour nous guider à travers l'agenda et puis démarrer votre présentation. Donc, pour les gens qui regardent directement en ligne live, il y a la possibilité de poser des questions dans le chat et on va répondre à ces questions après la présentation. Donc, n'hésitez pas à les mettre dedans. Je vous en prie, Serge. Est-ce que je suis présentateur, alors, du coup? Oui, je vous mets présentateur maintenant. Merci bien, comme ça j'ai la main. Merci beaucoup. Donc voilà, commençons peut-être par une petite introduction, le contexte. Donc je pense que ce n'est plus une surprise pour personne. Je pense que l'importance des objectifs à venir en matière de durabilité, en matière d'efficacité énergétique est claire. Je pense que ça a été en particulier mis en évidence par le Green Deal, par l'Union européenne qui a donc développé son Green Deal avec des objectifs assez clairs et assez ambitieux en matière d'émissions de CO2 et en matière d'efficacité énergétique, comme vous pouvez le voir là. Donc pour rappel, donc on veut atteindre une réduction des émissions d'effet de serre, gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 et arriver finalement à une efficacité énergétique améliorée de 32% et demi. Quand même, 2030, c'est à notre époque, avec de notre point de vue industriel, c'est demain ou à peu près. Donc, important aussi de comprendre que un des grands contributeurs et donc consommateur d'énergie et contributeur aux émissions d'énergie fossile et aux émissions de gaz à effet de serre, c'est l'industrie. Et donc l'industrie a donc un potentiel d'amélioration qu'il nous semble important à analyser et à embarquer dans cette atteinte d'objectifs. C'est pourquoi, comme Mim venait de le présenter, c'est pourquoi on a développé ici, on a lancé un peu cette initiative avec ce nouveau concept, un peu un nouveau domaine finalement d'analyse et de gestion que nous avons appelé donc la gestion durable des actifs, Sustainable Asset Management, par lequel nous croyons pouvoir donc apporter une vraie solution à ces objectifs et une vraie solution pour les entreprises qui ont pour objectif donc d'atteindre ces améliorations en matière d'efficacité énergétique.
Et donc voilà, donc, le but finalement de cette présentation, le but de l'étude, le but de l'enquête que l'on veut faire, de l'étude comparative que l'on veut faire, c'est justement d'essayer de mieux comprendre quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place, quelles sont les stratégies à mettre en place et surtout quelles sont parmi les bonnes pratiques, quelles sont celles qui auront le meilleur impact, le plus d'impact sur l'atteinte de ces objectifs-là. Alors, le projet en tant que tel, donc, il s'agit donc de sensibiliser à cette nouvelle idée de gestion durable des actifs et à bien comprendre les éléments. Ça veut dire qu'on veut commencer par faire cette étude comparative qui doit nous permettre d'évaluer où on en est aujourd'hui, quels sont finalement les gros sujets sur lesquels il y a lieu de travailler, et ça doit nous permettre d'élaborer, de construire une feuille de route. Une feuille de route qui doit permettre justement aux entreprises, qui doit servir d'aide, de support aux entreprises qui auront ou qui choisiront en termes de stratégie d'avancer, de progresser dans ce domaine-là. Avec pour principal objectif, effectivement, gagner en efficacité énergétique et surtout atteindre des objectifs en réduction d'émissions de gaz à effet de serre. L'étude permettra aussi ou proposera aussi une espèce d'outil d'auto-évaluation en la matière et qui permettra donc à chaque entreprise de se positionner et d'évaluer elle-même quels sont les sujets sur lesquels il y a des vrais enjeux, sur lesquels il y a matière à s'améliorer et pour quels résultats finalement. Et enfin, et c'est peut-être important aussi, c'est peut-être l'élément le plus important de nos points de vue, c'est de bien comprendre que ce projet-ci n'a pas pour seul but de faire l'étude comparative, de faire le benchmark et d'établir un rapport de benchmark, mais c'est surtout finalement d'en sortir, sur base des conclusions du benchmark, c'est de développer un programme de formation. Formation en 2 temps, des formations et du matériel de formation qui doit permettre de pouvoir effectivement donner des formations en présentiel, mais aussi de mettre à disposition une série de modules de formation en ligne. Et donc, c'est important de comprendre qu'on ne veut pas simplement faire un état des lieux et faire un rapport, c'est vraiment d'arriver à proposer des aides et des outils qui doivent permettre d'améliorer, qui doivent permettre de progresser dans le domaine. Alors, comment est-ce que ça se déroule? Voilà les différentes étapes finalement du projet. La première étape, un peu classiquement, c'est cette étape de démarrage, donc la mise en place d'une équipe, quelque chose qui a demandé tout un travail, c'est de bien définir le modèle, hein, avoir un cadre clair, un cadre d'évaluation clair qui reprend les différents éléments, et puis alors de construire en fait tout un plan de communication et de lancer la communication autour du projet. Ensuite, on va donc se donner les moyens de pouvoir faire ce benchmark, de pouvoir faire cette étude comparative sur le sujet. Donc, développer tout un questionnaire, recruter les participants, c'est entre autres l'objet de cet exercice-ci, de ce webinaire-ci, et d'organiser donc des sessions d'accompagnement, de communication et d'accompagnement pour pouvoir donc s'assurer que les entreprises désireuses de participer soient bien accompagnées, dans la possibilité de pouvoir effectivement répondre à ces demandes et saisir les données nécessaires. Ensuite, troisième étape, ça s'agira donc justement, comme je le disais tout à l'heure, sur base des résultats, de l'analyse que l'on peut faire de toutes les données collectées, c'est de voir un peu comment on peut développer, comment on peut construire une feuille de route qui doit vraiment permettre, une feuille de route qui doit vraiment permettre de mettre en œuvre sa stratégie en matière de gestion d'actifs durables. Évidemment aussi de publier un rapport, d'établir et de publier un rapport en conclusion et d'assurer la communication. Et puis, l'élément, encore une fois, l'élément le plus important finalement, c'est de proposer des solutions qui doivent permettre de gagner en capacité pour les entreprises de développer leur stratégie, d'établir leur stratégie et surtout de la mettre en œuvre en la matière, donc sur la matière de gestion d'actifs durables. Il y a la partie formation, matériel de formation, et puis la partie aussi mettre à disposition du matériel de formation physique et mettre à disposition du matériel de formation en ligne. En termes de ligne du temps, si on veut, le timeline, on voit que ça a commencé début de cette année-ci. On en est maintenant fin du mois de mars, au cours du mois d'avril, on souhaite vraiment réaliser cette étude de benchmark, cette étude comparative. Les résultats, le rapport, on l'envisage quelque part au début de l'été, en juillet. Et puis après l'été, on verra qu'on va travailler sur toute la partie préparation du matériel de formation et mise à disposition du matériel de formation en question.
Voilà pour la partie, les différentes étapes du projet et les grandes étapes en termes de ligne. L'ambition que nous avons, c'est de pouvoir finalement intéresser, de pouvoir embarquer plus de 200 entreprises dans les 4 pays que l'on voit là. Hein. Donc, comme on l'a dit, Wim a déjà présenté un peu les différentes associations en matière de maintenance qui peuvent nous aider. On voit qu'on essaie vraiment d'intéresser. On voudrait bien embarquer 200 pays ou plus de 200 pays aux Pays-Bas, en Belgique, en France et en Allemagne. Et en particulier, et ça c'est quand même important aussi à préciser, on veut vraiment dans ce cas-ci, dans ce cadre de cette première étude comparative, de ce premier benchmark, on veut vraiment se focaliser sur l'industrie manufacturière, des industries de production, tout type d'entreprise qui fabrique quelque chose. C'est vraiment le sujet sur lequel on veut se focaliser dans ce cas-ci, dans ce cadre aussi, parce qu'on croit que c'est là aussi qu'il y a sans doute, quand on dit l'industrie de manière générale, mais l'industrie manufacturière certainement, est sans doute le plus grand contributeur, le secteur en tout cas est le plus grand contributeur d'énergie consommée et donc d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est pour ça qu'on veut vraiment commencer par se focaliser là-dessus. Sur base d'études précédentes que nous avons eu l'occasion de faire, déjà ensemble avec la BMAS, comme par exemple Moforcore il y a quelques années, en 2014-2015, nous pensons vraiment que cet objectif de 200 entreprises, aussi possible un peu plus de 200 entreprises, doit être réaliste et réalisable. Comment est-ce que ça va passer? Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que ça va se dérouler, cette étude comparative? Donc, il s'agit effectivement de conscientiser finalement et de présenter et d'essayer de bien comprendre ce qu'est une gestion d'actifs durables, d'essayer de comprendre dans quelle mesure les différents éléments de cette gestion d'actifs durables sont déjà en place, dans quel secteur et de quelle manière, et surtout, parmi les différents éléments qui seraient déjà identifiés comme étant en place, quels sont ceux qui ont le plus d'impact finalement sur l'efficacité énergétique recherchée et sur cette réduction d'émissions de gaz à effet de serre recherchée. L'étude comparative, comme je l'ai déjà dit, se fera en ligne. Donc, il y aura la possibilité de s'inscrire. On détaillera en fin de présentation les modalités pour s'inscrire et pour avoir accès au formulaire. Donc, mais ça se fait en ligne. Et alors, comme je l'ai déjà dit, ça va concerner, on essaie d'avoir plus de 200 personnes, 200 entreprises. Et ces entreprises participantes donc, auront, en guise d'avantage pour elles, de retour pour le fait d'y avoir participé, recevront donc un rapport comparatif qui sera personnalisé, qui montrera clairement, qui sera personnalisé dans le sens où on identifiera clairement leur position dans le benchmark par rapport à différents secteurs. Et ce que l'on veut faire aussi, parce que ça continue finalement, ça va nous permettre aussi de mieux cerner et de mieux définir finalement le matériel et les points d'attention importants dans le matériel de formation et dans tout ce que l'on veut apporter comme matériel de support pour les entreprises qui souhaitent progresser en la matière. C'est vraiment d'identifier dans chacun des pays on va dire les 2-3 bons élèves ou les meilleurs de la classe pour essayer de bien comprendre en quoi ce qu'ils font, ce qu'ils mettent en place comme bonne pratique qui serait différente et qui permettrait d'avoir des meilleurs résultats. Donc, on va vraiment faire un focus sur, dans chacun des pays, ses meilleurs élèves, de manière à bien identifier ce qu'ils font de différent, ce qu'ils font autrement, et qui doit servir, finalement, qui doit pouvoir inspirer les autres participants, on voit plus globalement toutes les autres personnes, toutes les autres compagnies, toutes les autres entreprises intéressées. Le cadre, le Move for Sustainability Framework, donc le cadre ou le modèle, comme on peut l'appeler, était important. Et pour qu'on ait quelque chose qui tienne la route et qui soit bien bâti, on a voulu faire appel à un conseil d'experts. On a essayé d'embarquer, d'intéresser et de consulter un expert par pays concerné. Ces experts viennent tous plutôt du monde académique et sont tous ont des activités, dans le cadre de leurs activités, de leur carrière académique, ont des activités en lien avec la gestion d'actifs, tout ce qui est durabilité et tout ce qui est énergie, etc. De manière à pouvoir avoir quelque chose qui tienne la route et qui nous renforce quand même dans l'idée de ce que l'on porte finalement les bons sujets, qu'on apporte les bons sujets sur la table. Ça, c'est pour la partie, on va dire, garantie du contenu et du modèle. Évidemment, à côté de ça, vous voyez aussi à l'image là, l'équipe projet qui va s'occuper de tout ça, qui va suivre tout ça, principalement donc, menée par des collègues de Innovation et Wim, évidemment, pour la BMAS.
Voilà pour l'organisation du projet et l'approche. Ici, on arrive peut-être au cœur du sujet, c'est comment est-ce qu'on va aborder ça et quel modèle est-ce qu'on va utiliser pour pouvoir réaliser finalement cette étude comparative. Là, je vais prendre un peu de temps pour bien l'expliquer. On commence et on pose aussi au centre, évidemment, vraiment l'aspect stratégique dans ce type d'exercice. Donc, on commence par développer notre stratégie. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va définir la stratégie, les objectifs, les moyens de mesurer, évidemment, l'atteinte de ces objectifs en matière de durabilité. Comment est-ce que, en tant que on va dire que manager d'une entreprise, on veut finalement progresser et atteindre ces objectifs en matière de durabilité. D'un point de vue stratégique, ça va être important de définir nos objectifs, ça va être important de définir les moyens de mesurer nos objectifs, ça va aussi être important de mettre en place, d'élaborer finalement une feuille de route, un plan qui doit nous permettre d'atteindre ces objectifs. Et peut-être en dernier lieu, sur l'aspect stratégique, c'est aussi de mettre en place et d'aligner l'organisation qui doit justement nous permettre de mettre en œuvre la feuille de route et qui doit nous permettre, en mettant en œuvre cette feuille de route, d'atteindre nos objectifs. Donc ça, c'est vraiment la partie qui est au centre, c'est la partie plus stratégique. Ensuite, on va mettre en place un certain nombre d'éléments plutôt tactiques. On va commencer par le premier élément qui est en lien à ça, c'est évidemment comment est-ce qu'on va optimiser notre portefeuille d'actifs, comment est-ce qu'on va s'assurer que les équipements, que les actifs, qu'on ait bien les actifs appropriés, les actifs qui doivent nous permettre d'atteindre nos objectifs en matière de durabilité, en matière de progression et d'objectifs de durabilité. Une fois qu'on a défini et qu'on est clair sur le type d'actifs que l'on a et comment les bons actifs qu'on a, on veut, dans une deuxième étape, alors optimiser l'état de santé, l'état général de ces actifs et l'état de santé de ces actifs. On a pu voir lors des exercices et lors de nombreux projets qu'on mène auprès de nos entreprises, auprès de nos clients, que lorsqu'on commence à s'intéresser à ces objectifs de durabilité, à ces objectifs d'optimisation de consommation, réduire nos consommations d'énergie, on voit que évidemment, il faut qu'on ait les bons actifs, mais il faut ensuite que des actifs qui sont en bon état, qui sont maintenus en bon état et qui sont maintenus en bon état pendant plus longtemps au cours de leur durée de vie, contribuent largement positivement à l'atteinte d'objectifs en matière de durabilité, à permettre finalement d'atteindre de meilleures performances en matière de durabilité. Une fois qu'on a défini et qu'on a pu mettre en place les actifs appropriés et qu'on a mis en place un système qui doit permettre de les maintenir en bon état, au niveau d'état souhaité, on va continuer alors encore plus loin, on va encore avoir une étape supplémentaire en matière d'optimisation, c'est optimiser tout ce qui est la consommation énergétique. Donc, on va essayer d'augmenter finalement notre efficience en matière énergétique sur les actifs que l'on a en les maintenant en bon état. Et enfin, quatrième élément, c'est le dernier niveau en matière d'optimisation, c'est qu'on a les bons actifs, on les maintient en bon état. On va faire des exercices, on va veiller à ce qu'on optimise notre niveau de consommation d'énergie. Et puis, pour ce qu'il reste, le dernier niveau d'optimisation, ce sera alors d'optimiser nos émissions de gaz à effet de serre. Et là, on a vraiment les 4 cadrans qui représentent vraiment un peu toutes les activités au niveau plus tactique d'une organisation et pour mettre en place et pour assurer finalement et pour réaliser, pour mettre en place nos stratégies et pour atteindre nos objectifs. Derrière ces 4 cadrans, ou liés à ces 4 cadrans, on a voulu mettre en évidence là chaque fois 3 bonnes pratiques à mettre en place de notre point de vue pour progresser, pour atteindre ces objectifs-là. Et si je repars donc à partir du bas, l'optimisation de notre gestion de portefeuille d'actifs, ce qui va être important là, on a donc la proposition de bonnes pratiques que l'on propose là, c'est première chose, c'est électrifier le plus possible nos actifs, assurer qu'on est effectivement, on voit que c'est une bonne pratique qui se fait de plus en plus pour tout ce qui est, lorsqu'il y a l'occasion de remplacer en tout ou en partie certains actifs, on réfléchit assez vite maintenant en termes d'électrification plutôt que des systèmes avec finalement une énergie plutôt fossile, l'énergie fossile. Deuxième élément que l'on voit, c'est que à côté de l'électrification, il y a aussi, même pour ce qui n'est pas possible d'électrifier, c'est au moins envisager du remplacement par des éléments plus efficients, par des actifs plus efficients énergétiquement.
on voit que là aussi, il y a des bonnes pratiques qui se mettent en place en la matière. Et puis parfois, on rencontre certains clients, certaines entreprises qui réfléchissent vraiment et qui mettent vraiment sur la table l'idée de revoir complètement leur processus de production, avec pour objectif nouveau vraiment cette recherche d'efficacité énergétique. Et donc ça permet parfois d'avoir aussi de très bons résultats à partir du moment où on veut vraiment progresser dans cette direction-là, dans la partie durabilité. Si on regarde alors pour la partie optimisation de l'état de nos actifs, les bonnes pratiques que l'on envisage là, c'est donc ce qu'on va appeler la maintenance de haute précision. Donc l'idée là, c'est que la maintenance de haute précision, c'est vraiment arriver à se donner les moyens d'avoir une exécution de nos activités de maintenance qui soit la plus précise possible. C'est-à-dire qu'on va vraiment rechercher à définir de manière très très claire et très précise et détaillée les niveaux de résultats que l'on veut obtenir lorsqu'on réalise des activités de maintenance. Quelles sont les tolérances le plus resserrées possible, préciser clairement les tolérances en plus ou en moins que l'on accepte et à partir desquelles ou en dehors desquelles il y a lieu de réagir. Et peut-être ça en particulier pour tout ce qui est alignement ou équilibrage. On a pu constater que des équipements tournants qui sont bien équilibrés consomment moins d'énergie. Lorsqu'on a des activités qui sont des équipements qui doivent être alignés, plus précis sera réalisé l'alignement lorsqu'on a des activités de maintenance à faire, plus durable ce sera, moins énergivore ce sera. Voilà, donc il y a vraiment un vrai intérêt là à mettre en place et à progresser aussi dans cette capacité de pouvoir exécuter de manière précise et de manière fine des activités de maintenance. La bonne pratique du milieu, je pense que ça c'est déjà un peu plus connu, c'est tout ce qui est maintenance prédictive, hein, avec l'idée maintenant d'avoir de plus en plus faire appel à l'intelligence artificielle, à des algorithmes, à des capteurs, etc. Il s'agit là, au fond, de mettre en place des bonnes pratiques qui doivent nous permettre et des outils d'ailleurs, qui doivent nous permettre de mieux comprendre le comportement de nos actifs et surtout l'évolution de ce comportement, avec finalement pour but en tenant compte à la fois de données internes liées à l'actif, des données d'état, mais aussi de toute une série de données externes, de contexte, de process, mais même parfois même de température extérieure, de conditions extérieures de fonctionnement, et qui doivent nous permettre de mieux comprendre quelles sont les conditions qui sont précurseurs, quelles sont les conditions qui doivent nous permettre de prévenir des arrêts, des pannes, des arrêts intempestifs, qui sont toujours finalement néfastes en matière de consommation d'énergie et donc d'efficience énergétique. Et enfin, le dernier, cette notion de prendre soin, cette notion finalement, c'est un peu lié c'est un peu du même ordre que des bonnes pratiques qui sont en place en termes de maintenance, qui est ce qu'on peut appeler de l'auto-maintenance, ou de la maintenance de premier niveau, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut emmener finalement les opérateurs à prendre suffisamment soin de leurs actifs, des équipements qu'ils opèrent, mais à prendre soin aussi d'un point de vue énergétique, d'un point de vue consommation énergétique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir se focaliser sur des activités du type nettoyage, du type lubrification, du type remplacer les filtres suffisamment à temps, tout ça évidemment dans une idée de garantir un bon fonctionnement, de garantir un maintien en bon état, mais aussi, en plus de tout ça, finalement, de s'assurer de pouvoir fonctionner, de pouvoir utiliser nos actifs en étant le plus efficient possible d'un point de vue énergétique. Ça, c'est l'aspect nouveau et c'est pour ça qu'on va mettre l'accent là-dessus. Si on regarde alors sur le cadran de gauche, tout ce qui va concerner alors la notion d'optimisation de la consommation énergétique, là, on est plutôt sur des sujets alors déjà d'essayer de définir, de limiter le plus possible l'énergie thermique, les pertes en énergie thermique. Ça, c'est tout ce qui concerne l'isolation, et bien identifier les pertes en matière d'énergie thermique et pouvoir au minimum les isoler. Le deuxième étant même pouvoir le réutiliser. On voit de plus en plus qu'on essaie lorsqu'on a des éléments qui dégagent beaucoup d'énergie thermique, c'est essayer de la récupérer et pour pouvoir à ce moment-là, au travers d'échangeurs, etc., la réutiliser sur d'autres parties de l'usine ou du processus. Voire alors, troisième bonne pratique que l'on voit de plus en plus maintenant, c'est aussi faire appel à des études
et à la mise en place de bonnes pratiques en matière de gestion du réseau, de smart grid, smart electricity grid, donc tout ce qui va concerner une utilisation plus efficiente de l'énergie électrique. Qui doit permettre aussi là d'optimiser finalement au bout du compte sa consommation énergétique au sens large. Et lorsqu'on a effectivement mis en place les bons actifs et qu'on s'est doté des moyens, dès qu'on a mis en place les bonnes pratiques qui doivent permettre de maintenir en état, qu'on a mis en place des bonnes pratiques qui doivent limiter, optimiser notre consommation, le dernier niveau d'optimisation que l'on voit dans cet exercice-ci, c'est vraiment pour ce qui est encore consommé, c'est d'optimiser les émissions en matière des émissions de gaz à effet de serre, tout ce qui est greenhouse gas emission. Et là, ça va commencer par, dans un premier temps, une des bonnes pratiques là, c'est tout ce qui est fuite, tout ce qui est fugitif, hein, donc essayer d'identifier et de limiter, et de réduire toutes les fuites ou de réparer toutes les fuites pour limiter toute forme d'émissions intempestives et non désirées. On voit de plus en plus des projets qui consistent à capturer le CO2 émis. Dans ce cas-ci, on voit des gros projets arriver dans nos pays, là, en Europe occidentale, de capturer le CO2, de le concentrer, de l'emmener, peut-être même l'enfouir dans des puits en mer du Nord. Là. Et puis, on voit quand même de plus en plus aussi en industrie l'apparition et l'utilisation, le recours à tout ce qui est renouvelable, qui va permettre là aussi, qui va évidemment avoir un effet contributif important sur ces objectifs de durabilité, sur ces performances de durabilité. Et cet ensemble donc d'éléments, on va dire stratégiques, tactiques et puis de bonnes pratiques à mettre en place doivent permettre finalement d'augmenter, d'améliorer notre efficience énergétique d'un côté et d'améliorer aussi nos réductions, de réduire finalement notre niveau d'émission de gaz à effet de serre. Et voilà globalement ce qu'on va appeler donc le More for Sustainability Framework, donc le modèle, on traduit le modèle de More for Sustainability, donc une gestion d'actifs durables qui doit permettre c'est à l'aide de ce modèle-là et des différents éléments, il y en a 17 au total, qu'on va essayer d'évaluer les performances en matière de durabilité des entreprises qui souhaitent participer à l'étude comparative et de voir un peu parmi ces bonnes pratiques-là, quelles sont celles qui sont en place et surtout, comme je l'ai déjà dit, celles qui auront le plus d'impact finalement sur les performances en matière de durabilité. Voilà pour le modèle et voilà pour les 17 éléments du modèle. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que, peut-être un peu en forme de clin d'œil, si on veut mettre un peu peut-être une séquence là-dedans, mais on dit qu'il faut commencer par mettre en place et par optimiser finalement son portefeuille d'assets, et puis commencer à réfléchir à comment et à mettre en place des bonnes pratiques qui doivent nous permettre d'optimiser le maintien en état et en bon état de ces actifs. Ensuite, réfléchir à comment optimiser notre niveau de consommation, et enfin, réfléchir à optimiser nos émissions. Et donc, on voit là apparaître aussi à nouveau le 4 qui revient un peu ici sur le More for Sustainability aussi, en guise de clin d'œil, en guise finalement de consistance sur l'ensemble. Voilà pour le modèle. Alors, ce que l'on veut faire donc, lors de cette étude comparative, c'est effectivement, comme je l'ai dit souvent, utiliser ce modèle-là et essayer de bien comprendre quels sont les éléments qui ont un effet, qui ont un impact, quel est le degré d'implémentation, le degré de mise en place, quels sont les éléments qui sont en place et pour quel effet. On veut voir ça et on veut aussi voir finalement quel était le niveau de performance en 2020 en matière d'efficacité énergétique et de réduction de gaz à effet de serre et quels sont les objectifs pour 2027 et l'ambition pour 2030 en la matière auprès des différentes entreprises qui souhaitent participer. Mais on veut aussi avoir une notion un peu d'essayer de regrouper, d'essayer de mieux comprendre finalement les différents pays, les différents secteurs, la taille des entreprises. Et cette taille va être définie un peu de deux manières. Il y a une notion de valorisation à neuf de l'ensemble de l'usine et de l'ensemble des équipements de l'usine. Donc, ça va donner une idée de taille, mais aussi de revenus finalement qui en sont produits. Et enfin, on veut comparer aussi tout ça avec ce qu'on a plus l'habitude de faire jusque-là, c'est avec notre modèle d'indicateur de maintenance et de gestion d'actifs. Et on va essayer de comprendre s'il y a quelle corrélation on peut faire entre, par exemple,
le niveau, le degré de maintenance préventive en place par rapport aux performances en matière de durabilité. Par exemple, un lien qu'on pourrait faire, une corrélation qu'on pourrait faire avec l'âge moyen en fait, de l'usine ou de l'ensemble des équipements par rapport à, et pour quelle performance en matière de durabilité. Peut-être même, si on compare ça avec des indicateurs, plutôt avec des activités et des indicateurs plus opérationnels, c'est est-ce que les entreprises qui sont meilleures en matière qui ont des capacités de réalisation de leurs interventions dans les délais, donc une espèce de un meilleur taux de réalisation de leur planning, est-ce qu'il y a une corrélation à faire entre ces entreprises-là, ces entreprises qui sont peut-être meilleures sur les activités plus opérationnelles et leur performance en matière de durabilité. Donc, on va essayer de voir un peu et d'essayer de comprendre les choses là en analysant, une fois qu'on a collecté, qu'on a rassemblé toutes les données de cette étude comparative, en analysant un peu tout ça et voir un peu quelles sont les tendances, quelles sont les leçons, quelles sont les tendances que l'on peut en tirer. C'est essentiellement l'enjeu de l'exercice, en plus évidemment de la partie la partie plus focalisée sur l'efficacité énergétique et les réductions des gaz à effet de serre. Vous voyez ici alors un exemple de type de questions, qui vous seront soumis lors du questionnaire en ligne. On va chaque fois avoir, donc ici on est sur la partie, vous vous souvenez, une des bonnes pratiques lorsqu'on envisage d'avoir sur le sujet, optimisé notre portefeuille d'actifs. Une des bonnes pratiques que l'on peut proposer, c'est de procéder à cet exercice de review, de réinventer, de réingénierer en fait, notre processus de production. Eh bien, est-ce qu'il y en a qui ont fait ça et quand est-ce qu'ils l'ont fait et pour quels résultats en 2023, éventuellement envisagé en 2027 ou l'ambition en 2030 et quel est le résultat attendu ou quel est l'impact attendu en matière d'émissions de gaz et d'efficience énergétique. Donc, c'est comme ça qu'on va essayer d'avancer et c'est le type de questions qu'on pourrait proposer et des types de manières de répondre qu'il y aurait à proposer. Cette étude comparative, évidemment, nous sommes intéressés à avoir le plus possible d'entreprises qui y participent. On a déjà dit l'ambition d'en avoir plus de 200. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un intérêt à y participer? Quel est l'intérêt? Quels seraient les avantages pour les participants? La première chose, évidemment, ça permet à chaque entreprise qui y participe de pouvoir se positionner aussi, puisqu'elle bénéficiera évidemment des résultats de ce benchmark, de cette étude comparative, et elle recevra aussi le rapport. Donc, on verra un peu où elle se trouve par rapport aux autres, en matière de gestion d'actifs durables, mais aussi de manière plus large ou plus générale, en matière de maintenance et de gestion d'actifs. Donc, elle sera aussi positionnée par rapport aux 12 indicateurs plus classiques que l'on utilise dans la matière. Et en particulier, pouvoir se comparer à d'autres dans le même secteur d'entreprise, dans le même secteur industriel. Nous pensons que c'est toujours important et intéressant en fait, de pouvoir se comparer non seulement à la moyenne globale, mais vraiment sur des secteurs bien précis, de manière à être certain qu'on compare bien des pommes avec des pommes, comme on dit chez nous. Ça permet d'une part de se positionner, ça permet aussi, la force de benchmark qu'on utilise souvent, ça permet aussi de se fixer des objectifs qui sont réalistes et réalisables. C'est-à-dire réalistes et réalisables parce qu'on peut bien constater, on va se fixer des objectifs qui sont de nature à avoir déjà être atteints par d'autres dans le même secteur industriel. Donc ça, c'est certainement un premier avantage. Deuxième avantage, c'est que toutes les entreprises participantes recevront donc le rapport final de l'exercice ici, le More for Sustainability, qui sera publié et qui en bénéficieront, qui le recevront évidemment. Enfin, peut-être le plus intéressant ou le plus important, c'est qu'en faisant ça, en y participant, ça permet aussi d'aider à mieux comprendre comment la gestion d'actifs durables va pouvoir effectivement faire progresser l'ensemble du monde industriel vers ses objectifs de durabilité, en matière de durabilité, et aider donc les objectifs plus globaux de l'Union européenne. Et ça va permettre aussi ça va nous aider aussi à pouvoir construire, à pouvoir élaborer du matériel de formation, du matériel d'accompagnement pour aider d'autres entreprises à mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de gestion d'actifs durables. Donc, je pense que ça, c'est évidemment important aussi. Et ça peut être comment je veux dire ça,
un bel encouragement, un beau défi. Ici, on voit alors un exemple du type de rapport, ou en tout cas sur la partie benchmark, du type de rapport qu'on peut voir, où on voit l'entreprise, donc l'entreprise en bleu, là, c'est vraiment l'entreprise analysée, celle qui fait l'objet de l'analyse et qui est donc comparée, dans ce cas-ci, sur l'ensemble des 12 indicateurs plus classiques que nous utilisons en matière de maintenance et de gestion d'actifs, comment elle se situe par rapport à d'autres dans le même secteur d'entreprise. Donc ici, vous voyez les 12 indicateurs de base en matière de maintenance et de gestion d'actifs, mais on y ajoutera aussi des indicateurs qui sont plus proprement liés à la performance, à évaluer la performance en matière de durabilité. Donc, c'est un peu le format sur lequel sera produit ce type de rapport et qui vous permettra donc d'en tirer finalement, de vous positionner et d'en tirer peut-être des actions à mener. Alors, comment est-ce qu'on fait pour participer? Première chose, il y a plusieurs moyens de le faire, vous le verrez. Donc, le plus facile peut-être, ou la première idée, c'est d'aller voir sur le site internet des différentes associations maintenant qui font partie du projet, qui sont associées pour le projet. Vous verrez, on vous montrera après. Vous verrez que sur ce site, ou sur ces différents sites, il y aura à chaque fois un moyen de s'inscrire quelque part, un formulaire d'inscription ou un formulaire de demande de participation à l'enquête. Il y aura un certain nombre d'informations à produire, évidemment, à ce moment-là. Important aussi à comprendre et à retenir que cette participation est anonyme. Donc, ce que vous aurez, les informations que vous serez amené à saisir dans le formulaire, que vous serez finalement amené à renseigner, restera anonyme. Nous ne communiquerons à aucune autre entreprise les données que vous serez amené à introduire, et vice-versa d'ailleurs. Donc, ça restera absolument anonyme. Ça, c'est important aussi à savoir, à bien comprendre. Et alors, effectivement, bien comprendre aussi que une fois que vous serez inscrit, que vous aurez validé finalement votre formulaire d'inscription, vous recevrez par mail un lien qui vous permettra alors d'ouvrir finalement le formulaire et d'ouvrir finalement le questionnaire en question. Donc, ça peut se faire, voilà, les différents sites, les différents liens que l'on peut voir. On peut le faire aussi par QR code, vous voyez. Donc, tout ça est disponible en différentes langues, en fonction des pays participants. Ou voilà encore les différents sites. Donc, je pense que tout ça peut se faire assez facilement. Peut-être important aussi à bien comprendre, c'est que donc là, première étape, comme on l'avait dit, donc on a souvenez en début de présentation, on a parlé des différentes étapes. Donc on va se retrouver finalement au mois de mars, avril jusqu'à l'été, on va travailler surtout sur cette partie études comparatives. On va essayer d'assurer d'obtenir nos plus de 200 participants. Ensuite, on va travailler en interne plutôt sur la partie analyse. Le but du jeu, c'est quand même surtout d'arriver à produire finalement du matériel de préparation, du matériel de formation qui doit aider, qui doit vraiment permettre d'aider les entreprises à gagner en capacité de pouvoir progresser sur ces sujets de durabilité. C'est vraiment ça l'enjeu. Finalement, l'étude comparative n'est qu'une étape et n'est qu'un moyen finalement d'atteindre cet objectif-là. C'est vraiment important à comprendre et c'est aussi à ce titre-là que je pense que c'est intéressant pour tout le monde et ça peut donner envie finalement aux différentes entreprises d'y participer parce que le but est vraiment beaucoup plus large que simplement avoir un rapport qui dresse un peu l'état des lieux, mais c'est vraiment beaucoup plus de proposer du matériel qui doit aider à faire progresser l'ensemble de l'industrie sur ces sujets-là. Et donc, si vous voyez la timeline, on voit que finalement, le plus important, ça va être de ça. Ça va être ce que je venais de dire là. L'enjeu vraiment qu'il y a derrière tout ça et l'objectif de l'Union européenne, c'est de ce qu'on amène finalement l'industrie à finalement atteindre de meilleures performances en matière de durabilité. Et donc, de manière très, très précise et très concrète, il y aura donc des cours de matériel pour 2 cours de formation en ligne et 2 cours de formation qui se font donc en physique, on va dire physiquement. Et on remettra ça, on transmettra ça, finalement, ce matériel-là aux quatre associations, les 4 partenaires qu'on a finalement dans chacun des pays concernés. Ça, c'est vraiment l'enjeu, c'est vraiment le livrable, l'engagement que nous avons sur ce projet-là. Et peut-être alors pour terminer, en guise de conclusion,
avant de passer peut-être à une session de questions-réponses, c'est donc de bien considérer qu'il y a un peu on arrive peut-être à une étape où il y a une forme de changement de paradigme à adopter, c'est que progresser et atteindre les objectifs que l'on sait quand même très ambitieux en matière de durabilité, on ne les atteindra pas en essayant simplement ou en continuant à essayer de faire moins de mal, mais il faut vraiment passer à quelque chose de... On va abandonner l'idée de faire moins de ce qui pénalise, mais on va vraiment prendre des actions pour faire plutôt du bien. C'est une traduction un peu d'une phrase anglaise, mais c'est vraiment ça que ça veut dire. Je pense qu'il est temps maintenant de prendre conscience que c'est pas... Il faut vraiment passer à d'autres formes d'activité, à d'autres formes de décision pour progresser sur ces objectifs de durabilité et l'atteinte des objectifs qui sont là, qui nous sont demandés. Voilà pour la présentation. Peut-être donner la parole à Wim, un peu s'il y a des questions auxquelles on pourrait répondre. Voilà. Voilà, il y a plusieurs questions, Serge. Donc, un grand merci tout d'abord pour votre explication. Je passe à une première question là. Je pense une question importante. Donc, la participation au benchmark dans ce cadre du projet, est-ce que c'est gratuit ou est-ce que c'est payante? Comment est-ce que vous voyez les choses? Ah non, évidemment, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais oui, c'est tout à fait gratuit. En fait. Donc, c'est gratuit et c'est même plutôt les participants qui bénéficieront d'une certaine manière d'un rapport et d'informations qui sont évidemment qui ont une certaine valeur pour eux aussi. Donc, il faut vraiment considérer qu'il n'y a aucun engagement financier à attendre. C'est vraiment tout bénéfice pour les participants. Oui, donc c'est en effet, donc le benchmark, le rapport qu'ils reçoivent, c'est pas seulement un benchmark en maintenance, de pratique en maintenance, mais en plus, on a ces prestations au niveau de durabilité. Oui. Ok, très bien. Et puis, on a vu qu'il y a toute une liste d'industries qui peuvent participer. Vous avez parlé des industries manufacturières. Est-ce que l'industrie aéronautique fait-elle également partie du scope? Oui, bien sûr, hein, de l'industrie aéronautique, l'industrie qui fabrique des avions, des éléments d'avion et des choses pareilles, fabrique aussi, oui, sont tout à fait dans le scope, dans le périmètre, absolument. Oui, ok, très bien. C'est ça, on veut vraiment se focaliser sur tout ce qui produit quelque chose, tout ce qui fabrique, qui produit quelque chose. Oui, donc l'industrie de processus, l'industrie chimique, etc., ils sont dedans. Oui, absolument. Voilà. Mais par contre, par exemple, un distributeur d'eau ou le réseau haute tension n'entre pas. En effet, les gestionnaires d'infrastructure, plutôt, ceux-là ne sont pas concernés dans ce cas-ci. On a vraiment voulu se concentrer sur la partie industrie manufacturière. Entre autres parce qu'on pense que c'est là qu'il y a le plus de potentiel, finalement, d'amélioration à aller chercher. C'est là qu'il y a le plus à aller chercher. Puis, il y a une autre question concernant le benchmark est gratuit, ça on a déjà bien établi, mais est-ce que c'est le même aussi le cas pour les formations qui vont suivre derrière? Donc, si je me trompe, je pense que les questions, donc les formations seront gratuites dans le cadre du projet. Donc, donc il y a des formations d'essai, puis donc dans ce cadre-là, et on donnera naturellement aux participants du benchmark la première chance de s'inscrire. Mais là, les formations seront gratuites. Et puis, en effet, je vois qu'il y a une autre question. Cette formation fera certainement partie de la portefeuille de la BMAS, mais aussi d'autres associations. Oui. Donc, elles seront disponibles, en effet. C'est ça. Oui. Puis, voilà. Oui. Une autre question ici. Combien de questions y a-t-il dans le questionnaire, hein? Combien de temps faut-il prévoir pour le compléter? Alors, combien de questions, je ne sais pas exactement, pour être tout à fait honnête, mais le temps, alors, finalement, il faut voir ça de deux manières. Il y a le temps nécessaire pour compléter le formulaire, finalement, pour saisir les données, ce n'est pas tellement long. On va dire que c'est une petite demi-heure, c'est 20 minutes, une demi-heure. Par contre, évidemment, il va falloir rassembler toute une série de données qu'on n'a peut-être pas forcément sous la main directement, et donc peut-être que ça demande un peu plus de temps en amont, hein, en préparation, pour aller chercher, pour aller collecter, pour rassembler toutes les données nécessaires. En fait.
Et ça va dépendre un peu de la maturité avec laquelle chaque entreprise finalement gère toutes ces données-là, en fait, et de la facilité à pouvoir les trouver. Mais purement, une fois qu'on est en ligne, ça prend une petite demi-heure, on va dire, pour remplir le formulaire. Voilà, c'est vrai. Et donc, si je me trompe, il y a aussi quand même une contrôle de qualité, parce qu'il y a une question ici, comment est-ce qu'on peut garantir la qualité des chiffres dans le benchmark et les chiffres dans le rapport final, etc. Oui, c'est souvent une question, ça. Alors, nous, on a évidemment un peu d'expérience en la matière. Ce qu'on fait, c'est qu'on veut donner le plus possible d'informations en amont, avant. On veut proposer aussi des webinaires spécifiques qui vont vraiment permettre de bien expliquer le sens de chacune des questions, comment on doit le faire. On va aussi apporter des explications, un manuel qui explique finalement, qui donne un peu une définition pour chaque champ, pour chaque donnée que l'on veut, pour que les choses soient bien claires sur ce que l'on cherche à obtenir. Ça, c'est en avant, c'est avant de commencer. Ensuite, on fait régulièrement des contrôles aussi de ce qui est fait. On compare pour tout ce que l'on peut comparer, peut-être plus précisément, sur toute la partie maintenance et gestion d'actifs, on compare avec avec notre base de données à nous et on peut identifier s'il y a vraiment des choses qui sont très étranges, très, très différentes, qui sortent vraiment de la vue moyenne que l'on a, etc. Ben, on va reprendre contact en s'assurant est-ce qu'on est sûr que ce soit bien dans le bon sens. Et puis voilà, je pense qu'en faisant comme ça et en revenant, en contrôlant un peu au fur et à mesure de la saisie et de l'avancement, on espère avoir quand même un peu la maîtrise du contrôle. Enfin, on espère pouvoir contrôler effectivement la qualité des données qui seront saisies. Et naturellement, il y aura des explications qui vont accompagner le questionnaire. C'est ça. Donc, dans le questionnaire, il y aura un manuel qui définit, où on précise clairement la définition de chacune des données que l'on cherche à obtenir. Oui, voilà, très bien. Donc, vous avez proposé cette belle framework, comme on dit en français, ce beau modèle. J'ai appelé ça le modèle en français. Le modèle, voilà, le modèle. Oui. Une de ces parties était la maintenance de haute précision. Oui. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu plus élaborer de quoi il s'agit en effet? Oui. C'est quelque chose qu'on essaie déjà maintenant de promouvoir quand on accompagne dans les projets d'accompagnement. Je pense qu'il y a beaucoup à gagner, évidemment en matière de maintien en état, de performance, on va dire en matière de performance technique des installations, des équipements, déjà à s'assurer, à se donner les moyens de réaliser les activités de maintenance de la manière la plus précise possible. En fait. Et donc ça passe par, d'une part, avoir des définitions claires de ce que l'on attend, avec comment on doit le mesurer, avec quel type d'outils on doit le mesurer, quelles sont les tolérances, de manière très précise sur les tolérances qu'on accepte, etc. Mais a fortiori ici, avec cette dimension de performance en matière de durabilité en plus, on sait bien que tous ces sujets d'équilibrage de matériel, d'éléments tournants, de parties tournantes dans des équipements tournants, ou d'alignement de l'entraînement du moteur, de l'accouplement et puis de la pompe, etc., c'est vraiment important d'être équilibré et d'être aligné de manière la plus précise possible pour gagner en efficience énergétique finalement, pour gagner ou pour ne pas perdre, pour pas consommer inutilement de l'énergie parce que justement il y aurait des balourds, parce qu'il y aurait des défauts d'alignement, etc. Donc, on veut vraiment mettre ça en évidence parce qu'on pense vraiment que ça doit contribuer finalement à une efficience énergétique accrue. Oui, donc en effet, chaque vibration est une perte d'énergie, c'est ça? Exactement. Donc, et donc, c'est plus que pour éviter la panne ou pour reporter une panne, c'est en plus pour être plus efficient en matière d'énergie. Oui, voilà, encore. Voilà. Dernière question concernant le questionnaire. Quand est-ce qu'il sera disponible? Voilà, donc je sais que voilà, mais dans mon opinion, c'est dans une douzaine de semaines. Dans 2 semaines, on va le lancer de sorte que, avec des webinaires, etc., de sorte que les gens peuvent commencer à répondre. Mais naturellement, je préconise à tout le monde qui veut participer au concours, excusez-moi, au benchmark, de s'inscrire dès maintenant. Oui. Donc, on a déjà mis dans le chat aussi les liens pour le formulaire. Ce n'est pas encore un engagement final, mais ça exprime quand même votre intérêt parce que je crains que les 50 places disponibles en France, les 50 places disponibles en Belgique, en Allemagne et respectivement aussi aux Pays-Bas seront très vite remplies.
Oui. Donc, prenez la chance si vous êtes intéressé et remplis déjà allez, je cherche mes mots, donc le formulaire. Oui, voilà. Participation. OK, Oui. prochaine question. Est-ce qu'il est possible de suggérer des autres bonnes pratiques que celles mentionnées dans le questionnaire du benchmark? Donc, parce que, allez, naturellement, vous avez défini déjà plusieurs bonnes pratiques, Oui. mais est-ce qu'il y a de l'opportunité de suggérer des autres? Alors, oui, évidemment. Hein. Donc, je pense qu'il faut que ce soit clair pour tout le monde. Ceci, c'est vraiment un nouveau domaine d'expertise dans lequel on essaie de grandir, qu'on essaie de mettre en place, qu'on essaie de faire évoluer. Et donc, évidemment que s'il y a des bonnes pratiques, que certains participants ont déjà des bonnes pratiques en place qui, en plus, donnent des bons résultats, évidemment que c'est important de le partager. C'est important de le partager aussi pour permettre, toujours dans cette idée d'apporter du support, d'apporter du matériel, d'apporter du support à d'autres qui veulent progresser. Et donc, il y aura aussi de la place dans le formulaire, dans le questionnaire, de pouvoir préciser d'autres bonnes pratiques que celles qui sont mentionnées là, en fait, et avec l'impact que ça peut apporter. Je pense que le but doit vraiment être de se créer une communauté qui avance un peu plus vite peut-être que les autres et qui apporte vraiment du support aux autres. Et c'est vraiment une belle opportunité aussi pour les autres, pour y participer, ou c'est de mettre en évidence, finalement, ce que nous croyons, c'est qu'une meilleure gestion d'actifs doit permettre aussi d'atteindre des meilleures performances en matière de durabilité. En fait. Et donc, faire ce lien entre les deux, je pense que c'est vraiment le moment, et la participation à ce type d'enquête doit vraiment aussi permettre, au sein de l'entreprise, hein, auprès de son management, etc., de mettre en œuvre, de mettre en évidence finalement l'importance de créer un peu une forme de prise de conscience de l'importance d'une meilleure gestion d'actifs sur ces sujets de durabilité, en fait, sur ces enjeux de durabilité. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Oui. Par contre, Serge, c'est pas nécessaire que vous avez toutes les bonnes pratiques déjà mises en pratique. Même si vous dites, regarde, moi, en tant que société, je suis surtout intéressé pour ce benchmark maintenant, c'est aussi possible de participer. Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. À n'importe quel niveau vous êtes, vous pouvez participer. C'est ça. Oui, voilà. C'est important à dire. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis, une autre question, c'est est-ce qu'il y a un lien entre le projet, le benchmark et le reporting de durabilité? On parle de nos jours de la directive CSRD, hein, le Corporate Sustainability Reporting Directive. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux? Oui, alors il y a un lien, oui. Dire que ça complète, que ça répond complètement à tout le scope, non. Hein, ça, je pense qu'il faut être clair. Mais c'est certainement une bonne occasion, une bonne opportunité de commencer à rassembler déjà les données qui, en partie, seront nécessaires aussi pour le reporting en matière de CSRD. Hein. Donc, c'est vraiment un bon moyen de s'y préparer. Mais on n'a pas la prétention, avec les questions qui seront posées ici, de répondre à l'ensemble du scope finalement attendu dans le reporting durabilité comme exigé pour les plus grosses entreprises à partir de 2025. Mais c'est certainement un moyen d'y participer, de s'y préparer. Oui, et une question reliée à ça, quelles sont un peu les personnes, allez, dans votre opinion, hein, quelles sont pour vous un peu les personnes clés au sein de l'entreprise qui doivent contribuer à la collecte des données qui sont nécessaires à remplir le questionnaire? Alors, certainement tout ce qui est en lien avec la gestion d'actifs, hein, ça c'est certain, mais aussi tout ce qui est gestion d'actifs. Maintenant, gestion d'actifs, mais aussi parfois on voit des entreprises où il y a un secteur un peu séparé qui concerne tout ce qui est énergie, optimisation de la consommation d'énergie. On voit de plus en plus aussi des rôles là et des fonctions dans les entreprises. Donc ça, c'est certainement des gens qui ont aussi un input important à donner, certainement. Oui, ok, très bien. Et puis, je pense quelques éléments plus financiers aussi, mais c'est peut-être moins le sujet ici. Parce que là, on veut quand même avoir, je pense que ce qu'on appelle la valeur de remplacement de l'équipement. Cette replacement value, c'est toujours un élément qui est parfois un peu difficile à obtenir, hein, on s'en rend compte aussi, mais là, effectivement, on fait plus appel aux services financiers. En fait. Voilà, ok, très bien. Et puis, une question finale. Comment peut-on, en tant que responsable maintenance, hein, comment est-ce qu'on peut convaincre la direction à participer dans ce benchmark, dans cet exercice du projet de More for Sustainability? C'est un peu ce que je disais déjà tout à l'heure.
Chez Mainnovation, on a toujours été persuadé, convaincu de la valeur pour une entreprise, du potentiel de création de valeur qu'apporte finalement, que suscite finalement, que peut susciter la maintenance ou la gestion d'actifs. Et je pense que si c'est encore un élément supérieur, enfin encore un élément en plus, on va dire, complémentaire, c'est-à-dire qu'on va voir que de plus en plus les enjeux d'émissions, les enjeux d'efficience énergétique vont aussi représenter de la valeur pour une entreprise. Donc c'est aussi un moyen de créer de la valeur, c'est aussi un moyen finalement d'atteindre des objectifs qui seront bientôt imposés d'ailleurs aussi, qui le seront de plus en plus. Donc oui, je pense qu'il y a cette notion-là aussi qui est importante en fait. Et je pense que c'est surtout l'opportunité ici de montrer ce que ça représente, de créer vraiment une prise de conscience en fait. Je pense que ça c'est vraiment important. Et c'est une belle opportunité. Voir un peu tous les aspects qui peuvent, tous les composants dans une organisation qui peuvent contribuer, qui ont leur contribution à apporter à des meilleures performances en matière de durabilité. Je pense que c'est important. Oui, ok, très bien. Et entre-temps, il y a encore une question importante, intéressante. Donc, le monitoring des processus pour optimiser l'énergie fait-elle partie de cette bonne pratique? Ah oui, alors, oui, certainement, définitivement. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas mis en tant que tel, mais on disait au départ, la stratégie, les objectifs que l'on veut atteindre et les indicateurs qui doivent nous permettre de mesurer l'atteinte des objectifs, en dessous de tout ça, ou sous ce vocable-là, il y a toute la partie monitoring et tout ça qui est importante, évidemment. Oui, quand on regarde un peu ici la figure, en effet, le monitoring fait partie de cette optimisation, dans mon opinion. Donc, il y aura des questions certainement là-dessus, dans ces 4 quadrants, en effet. Oui. Donc, c'est toujours une question de qu'est-ce qu'on va obtenir, comment est-ce qu'on mesure et comment est-ce qu'on fonctionne, quels sont les rôles nécessaires pour y arriver, comment est-ce qu'on aligne notre organisation pour y arriver. Donc, cet aspect de monitoring est indispensable, évidemment. Voilà. Oui. Certainement. Donc, je pense que par ceci, nous sommes arrivés au terme de l'exposé concernant le projet More for Sustainability. Donc, Serge, il ne reste que vous remercier pour votre explication. Un très grand merci pour ça. Et aussi, voilà. Et aussi à tout le monde qui a regardé en live, un très grand merci pour votre participation. Vous savez que l'enregistrement du webinaire sera disponible pour révision en ligne. Donc, n'hésitez pas et nous allons partager aussi le lien de cet enregistrement. Donc, un très grand merci pour votre intérêt. À la prochaine fois. Au revoir. Merci à toutes, merci à tous. Merci Wim. Au revoir.